Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine hebdomadaire consacré à l'actualité économique et les questions du continent africain. À suivre dans cette édition, état des lieux de la situation économique au Burkina Faso, notamment avec la proposition de faire participer tous les fonctionnaires à l'effort de guerre dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. L'impact des sanctions sera également au menu de cette édition de la CEDEAO sur l'économie locale. Nous parlerons en plus du budget 2023 jugé insuffisant et du secteur minier qui est l'un des plus grands contributeurs au développement économique du pays et sera avec le sociologue Sied Bintou Teda que nous retrouverons en seconde partie de ce programme. Mais avant cela, parlons de cette proposition du gouvernement burkinabé de faire participer tous les employés à l'effort de guerre dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Il s'agira de prélever 1% du salaire net des employés pour alimenter un fonds dédié à payer et acquérir des armes. La raison de cette proposition, le budget 2023 qui présente un déficit de 600 milliards de francs CFA. Les détails avec vous, Cédric Tachago. Prélever 1% du salaire net des travailleurs du public et du privé, la mesure est proposée aux syndicalistes par le gouvernement du Burkina Faso. L'objectif est d'alimenter un fonds dédié à l'acquisition des armes au profit de 50 000 volontaires pour la défense de la patrie, les VDP en abrégé. 106 milliards de francs CFA, c'est l'estimation de la prise en charge et des équipements de ces supplétifs de l'armée. Selon un communiqué de la présidence de la République, les VDP recrutés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme seront rémunérés à 60 000 francs CFA par mois chacun, ce qui fait un total de 36 milliards de francs CFA côté prise en charge. Le ministre de l'économie informe que le projet de budget pour l'exercice 2023 présente déjà un déficit de 600 milliards de francs CFA et ne prend pas en compte le recrutement des VDP. Le fonds en gestation devrait donc permettre de lever 100 milliards de francs CFA pour l'année 2023. Pour alimenter le fonds en question, le gouvernement propose également aux partenaires sociaux plusieurs sources à l'instar d'une contribution volontaire de chaque Burkinabé, les prélèvements sur taxes de certains produits de grande consommation. Pour rappel, depuis 2015, les attaques des groupes armés terroristes ont fait de nombreuses victimes au Burkina Faso et plus de 1,7 million de déplacés internes. Et pourtant, la masse monétaire du pays, annoncée croissante par les économistes pour 47,2% du produit intérieur brut sur la période 2022-2026, selon le rapport du mois d'août de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, un document qui renseignait également que le solde global de la balance des paiements du pays devrait maintenir son excédent d'un montant de 200,6 milliards de francs CFA, en dépit des risques entourant ces prévisions, notamment l'intensification des menaces sécuritaires. Explication dans cet élément. Les années 2022 à 2026 sont considérées comme celles de la consolidation de la masse monétaire au Burkina Faso, car soutenues par une augmentation de créances du secteur bancaire qui cumule à lui seul 36% du PIB. L'information qui émane du rapport du département des politiques économiques et des fiscalités intérieures de l'Union économique et monétaire ouest-africaine renseigne que le solde global de la balance des paiements du Burkina Faso devrait maintenir son excédent, comme au cours des années précédentes, de 206,2 milliards de francs CFA, correspondant à 1,6% du PIB. Le rapport de l'UEMOA avertit cependant sur des risques qui pourraient entraver cette bonne santé économique. Le pays fait face à une intensification de la menace sécuritaire, conséquence d'une charge négative sur les ressources publiques et les activités économiques pour ce qui est du plan de relance national. Ajoutez à cela la masse salariale qui évolue à un rythme rapide pour atteindre les 48,9% de recettes fiscales en moyenne sur la dite période. L'organe régional appelle, pour y faire face, le gouvernement burkinabé à poursuivre ses efforts visant à assurer un environnement sécuritaire propice au développement des activités économiques. Retrouvons à présent le sociologue Sied Bintou Teda à Omaha, aux États-Unis, pour faire le tour de la situation économique au Burkina Faso. Et on se retrouve juste après. Alors, Sied Bintou Teda, bonjour et bienvenue dans Afro Business. Oui, bonjour madame. Merci de me donner la parole.
Alors, d'abord, faisons un état des lieux sur la situation économique actuelle du pays, influencée fortement par l'action du terrorisme. Oui, merci. Je pense que en ce qui concerne la situation actuelle du pays, il faut dire que bien avant le terrorisme, la chute de Blaise Compaoré a provoqué en tout cas d'autres désordres parce que le pays connaissait déjà des problèmes, mais après la chute de Blaise Compaoré, il n'y a pas eu en tout cas une situation qui a permis aux Burkinabés de s'asseoir et de s'organiser afin de relancer le pays. Tout est resté comme ça jusqu'à ce qu'on aboutisse aux élections. Et après les élections aussi, le président Kaboré n'a pas eu un plan de relance du pays, si bien qu'on a connu par la suite ces deux coups d'État. Et jusqu'à présent, le pays cherche encore sa voie de sortie. Alors, que pensez-vous de la proposition du gouvernement de prélever de 1% le salaire net des travailleurs afin d'alimenter un fonds dédié à la lutte contre le terrorisme? Je pense que c'est une bonne idée en soi parce que les Burkinabés ont expérimenté ça suite à la chute du président Maurice Yameogo. Et le président Sangoulé Lamizana, sous l'égide de son ministre de l'économie, le général Timoko Margarango, avait prélevé sur les salaires des fonctionnaires ce qu'on a appelé l'UTS en son temps et ce qui continue aujourd'hui d'ailleurs. Donc, on a eu à expérimenter ça, ce qu'on avait appelé l'auto-ajustement structurel. Mais vu le contexte, moi, je ne pense pas que ça soit une idée qui puisse aider le gouvernement vraiment à stabiliser le pays parce que même si l'idée est bonne en soi, il faut reconnaître que ça sera difficile pour la population d'accepter qu'on fasse ces retraits, d'autant plus que le pays a connu beaucoup de pillages, le pays a des mines d'or et il y a des gens qui doivent à l'État. Moi, je pense qu'il faut réorganiser l'économie du pays. Les structures peuvent utiliser ça contre son pouvoir. Donc, pour moi, même, c'est une idée qui est bonne en soi et elle n'est pas l'idée qu'il faut à ce moment précis. Alors, on sait que le projet de budget pour l'exercice 2023 présente un déficit de 600 milliards de francs CFA, ce qui a d'ailleurs un impact très significatif dans les différents projets de développement promis par le gouvernement en place, M. Debindouté. Oui, il y a toujours eu des déficits dans nos budgets. Et à ce niveau, il faut dire qu'on a besoin maintenant du génie politique, des hommes politiques pour pouvoir sortir le pays des problèmes. Mais malheureusement, vous savez que dans notre contexte, avec la monnaie déjà, le franc CFA n'est pas cette monnaie-là qui puisse permettre à nos pays d'être vraiment indépendants du point de vue économique, du point de vue monétaire. Et à cela, il faut ajouter aussi la question des mines. Voilà, l'or est le premier produit d'exportation, mais est-ce que l'or du Burkina l'appartient? L'or du Burkina ne l'appartient pas. Si un pays peut avoir 15 mines d'or et qu'il n'a que 10%, bon, les 90% là vont dans les poches de qui? Et à ce niveau, pour pouvoir relever tout ça, moi, je pense qu'il faut que l'État ait le courage de prendre un certain nombre de mesures patriotiques pour pouvoir renflouer ses caisses. Et quand vous prenez aussi au niveau des taxes, est-ce que les opérateurs économiques, certaines structures payent les taxes? Vous prenez aussi au niveau de l'économie. L'État n'est pas, vu les désordres politiques, l'État n'est pas à même de recouvrir le territoire afin de percevoir les taxes et pouvoir aussi subvenir aux besoins de la population. À cela, il faut ajouter aussi le système international. Parce que quand vous prenez la Banque mondiale et le FMI, ce qu'on impose à nos pays ne leur permet pas de sortir. Mais ce n'est pas de la mer à boire. Monsieur Dar, revenons sur l'embargo de la CEDEAO et des sanctions imposées. Quelles conséquences et impacts économiques cela pourrait avoir sur les populations et notamment l'économie locale? Oui, à ce niveau, il faut savoir d'abord pourquoi la CEDEAO a mis ces embargos. Et quand on regarde le contexte, il faut dire que la CEDEAO est comme une représentation de l'Union européenne ou de l'Amérique en Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire la CEDEAO contribue
à coloniser de nouveau l'Afrique. Sinon, on ne peut pas comprendre une structure qui est là pour le développement économique de la sous-région, puisse même créer plus de difficultés aux pays membres. Parce que les questions d'embargo, ça ne fait pas partie des thèses de la CEDEAO. La monnaie, ça n'avance pas. Et entre eux-mêmes, quels sont les échanges? En dehors des routes, quels sont les échanges? Aujourd'hui, le Burkina fait frontière avec le Ghana, mais quels sont les échanges véritables entre le Burkina et le Ghana? Et aussi, il faut dire que la CEDEAO sait très bien que les mesures qu'elle a prises, c'est des mesures néocoloniales. Pourquoi? Quand vous prenez le Nigeria, c'est avec le Nigeria on a commencé avec cette question de terrorisme. Mais on n'a pas vu l'Afrique ou bien l'Afrique de l'Ouest se mobiliser pour aider le Nigeria. Mais quel était l'objectif? Parce que les statistiques montraient que si le Nigeria restait stable jusqu'à un certain niveau, il allait être vraiment une puissance. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui planquer une guerre ou un désordre qui puisse freiner l'avancée du pays. Et à partir du Nigeria, on s'est retrouvé dans toute l'Afrique de l'Ouest avec cette question du terrorisme. Et aujourd'hui, les pays, en commençant par le Mali, qui a voulu vraiment sa souveraineté, on a vu le comportement de la CEDEAO, et actuellement, c'est le Burkina Faso. Donc, on peut dire que la CEDEAO est là pour sanctionner les pays et n'est pas là pour le développement. Parce que la question, c'est une zone économique. Mais si une zone économique ne peut pas favoriser les échanges, les affaires et surtout l'économie, bon, il n'y a pas lieu de compter sur cette organisation. Vous voyez même avec l'UEMOA, l'UEMOA s'était mêlé pour prendre les sanctions, alors que non. Monsieur Da, le président Ibrahim Traoré reprochait entre autres les liens de son prédécesseur avec la France et une mauvaise gestion du pays. Pensez-vous que ces bouleversements, notamment ces 2 coups d'État en 8 mois, avec ces 2 coups d'État, l'économie locale dont le PIB est estimé à un peu plus de 6,9%, pourra garder son cap et peut-être croître selon les prévisions locales? Oui, je crois bien que pour le moment, avec ce qu'on voit, le pays a une certaine accalmie, il y a même un espoir. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut relancer l'économie. Il faut donner l'emploi aux jeunes. Il faut préparer l'après-terrorisme. Et maintenant, je vais vous dire que ce qui tient l'économie burkinabé aujourd'hui, c'est l'orpaillage artisanal. Parce que les jeunes burkinabés migraient beaucoup vers la Côte d'Ivoire, vers les pays voisins. Mais avec l'orpaillage artisanal qui est très développé, ça a employé beaucoup de jeunes, ça a mobilisé la population et c'est ça qui permet aux gens de vivre. Et à ce niveau aussi, il faut dire que le Burkina a une forte diaspora. Quand vous prenez ceux qui sont en Amérique, ceux qui sont en Europe et ceux qui sont même sur place là-bas en Afrique, quand vous prenez un pays comme la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de Burkinabés là-bas. Donc, avec cette contribution de la diaspora, ça permet au pays de tenir un tant soit peu. Mais le fond du problème aussi est que nos économies ne sont pas classiques selon l'économie classique. C'est des économies informelles. Dans les villages, les gens ont des systèmes de survie. Et si vous prenez quelque chose aussi qui est très développé aujourd'hui en Afrique, que l'économie classique ne peut pas analyser ou bien ne prend pas en compte, quand vous prenez la question des tontines, ça, par exemple, c'est une idée géniale. Les gens font même jusqu'à la nourriture. Il y a des gens qui font des tontines de nourriture, tontines de pain, et même à l'approche des rentrées, d'autres font même tontines d'habits pour pouvoir habiller les enfants. Donc, pour vous dire que la population a toujours été résiliente. Mais maintenant, c'est par le haut qu'il va falloir réorganiser l'économie pour permettre aux gens d'avancer. Et vous savez aussi qu'on a une forte paysannerie. Et le paysan, il peut vendre peut-être une poule, il peut vendre peut-être une chèvre, il peut cultiver pour se nourrir. Donc, il n'est pas dépendant comme les gens de la ville. Donc, quand on tient compte de tout ça, et la force aussi du Burkina est que le Burkina est entouré de plusieurs pays. Donc, il y a des ouvertures un peu partout. Et ça permet quand même au pays de respirer, même s'il y a des embargos, les frontières, en tout cas, les gens vont pouvoir, en tout cas, faire des mouvements. Alors, la hausse connue par le PIB en 2021 est imputée à la bonne santé des secteurs secondaires et tertiaires. Une hausse qui pourrait, il faut le dire ici, selon les statistiques, se poursuivre sur la période 2023-2026. Alors, quelles sont les stratégies de relance économique qui pourraient être mises en place pour que cela réussisse? Et comme je l'ai dit, d'abord, il faut qu'il y ait une certaine stabilité.
Et quand il y aura cette stabilité, il faut que l'État rencontre les opérateurs économiques et les impose des voies à suivre. Et maintenant, au niveau de l'industrie minière, il va falloir que l'État renégocie les contrats miniers. Et madame, permettez-moi de vous donner un exemple. Et c'est en Afrique, surtout chez les nègres, qu'on voit des cas. Permettez-moi de dire ça comme ça, parce que le cas africain maintenant fait honte et il va falloir qu'on se dise la vérité. Et il y avait un premier ministre, Tertus Zongo, et il s'était levé, il a dit, il s'est plaint auprès des mines et de certaines institutions qu'ils n'ont qu'à réduire le salaire qu'ils payent à leurs employés parce que ça amène l'État à perdre des cadres. Parce que si au niveau des institutions ou des mines, on paye bien, les gens vont fuir pour aller là-bas et aussi, ça va contraindre l'État à améliorer les salaires des gens. Vous savez, dans la zone UEMOA et dans les systèmes francophones, on ne peut rien faire. Quand tu veux un prêt, tu vas envoyer 1 tonne de papier. Tout ça, ça ne favorise pas l'économie. Ça ne permet pas aux gens d'entreprendre. Ça ne permet pas à l'économie d'avancer. Tout le monde est sous crédit. Et à ce niveau aussi, il faut reconnaître qu'il n'y a pas d'emploi. Et pour qu'il y ait l'emploi, c'est l'État maintenant qui doit planifier toutes ces choses-là. Mais si l'État n'a pas d'initiative, par exemple, on va venir prélever 1% des salaires, alors que sur le terrain, l'État ne crée pas des emplois. Et au Burkina, vous pouvez aller trouver des zones tout entières, il n'y a même pas d'usine. Les gens ne savent pas c'est quoi une usine. Vous prenez la zone, par exemple, du nord ou de l'est, où il y a beaucoup, l'élevage est très développé. Il n'y a même pas d'abattoir moderne dans ces zones. Alors qu'il faut, quand vous prenez par exemple un abattoir moderne, vous avez non seulement la viande, vous avez le cuir qu'on peut en tout cas travailler et vous avez aussi beaucoup de choses qui peuvent sortir de cette chaîne. Mais c'est tout ça qu'il faut mettre en place. Le Burkina exporte le bétail là comme ça sur pied. Alors que quand vous exportez comme ça, vous ne gagnez pas, il n'y a pas de la valeur ajoutée. Et c'est comme ça qu'il faut réfléchir pour pouvoir sortir de la pauvreté et pour pouvoir relancer l'économie. Si on ne réfléchit pas comme ça, bon, je ne pense pas qu'on puisse s'en sortir. On va venir produire des chiffres, mais ces chiffres vont étonner les gens parce que la population a d'autres initiatives qu'elle prenne de façon informelle. La masse monétaire connaîtra elle aussi un accroissement de 47,2% du PIB du pays entre 2022 et 2026 selon l'UEMOA. Y a-t-il un risque de l'avoir chuté? Moi, je ne pense pas parce que le terrorisme même aussi, c'est de l'économie, hein, parce que quelque part, c'est de l'argent qui circule. Voilà, c'est beaucoup d'argent qui circule. Et il faut dire aussi que dans ce contexte, il y a beaucoup aussi qui amassent de l'argent, mais qui ne peuvent pas exploiter. Et à ce niveau aussi, il faut ajouter encore que notre monnaie est fabriquée par la France. Et on voit comment on fabrique l'argent. On vient de donner dans ces zones en conflit, là, quand vous prenez Kidal, on voyait comment cette zone-là avait de l'argent qui circulait. Pourtant, ils ne font pas partie de l'État central. Comment ils arrivent à avoir de l'argent pour s'alimenter? Donc, il y a une certaine économie qui se développe, mais de façon cachée, de façon voilée. Et quand on regarde aussi, au niveau de tous les pays, il y a une crise. Donc, forcément, tout le monde va travailler à sortir de la crise. Vous voyez actuellement le Ghana. Et si le Ghana est dans des problèmes, vous voyez, par exemple, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, du fait de la fermeture des frontières, a connu des difficultés parce que le Mali a changé de voie. Donc, tout ça, même le Sénégal. Donc, tout ça, ça a permis aux gens de comprendre que non, il faut prendre des mesures concrètes et il faut avoir aussi le courage de défier les politiques néocoloniales. Donc, moi, je pense que plutôt que ça ne va pas chuter, mais au contraire, on va travailler, tous les États vont travailler à sortir du problème. Donc, ce qui veut dire que l'économie, elle sera stable ou bien elle va en tout cas s'envoler parce qu'ils n'ont pas le choix. La jeunesse attend, vous voyez partout, les jeunes marchent. Donc, forcément, il va falloir prendre des mesures pour pouvoir régler les problèmes sociaux, pour pouvoir relancer l'économie. Et même quand vous prenez aussi l'UEMOA, avec cette situation du Mali, où le Mali prévoit en tout cas battre sa monnaie, on ne sait pas ce que ça va donner. Bon, la Guinée est là, et on peut dire aussi que la crise a profité à la Guinée, parce que le Mali s'est orienté vers la Guinée,
Et au Sénégal, vous voyez aussi au Sénégal la lutte qui se mène là-bas. Donc moi, à mon avis, et d'ici, en tout cas, la fin de l'année 2023, beaucoup de choses vont s'améliorer parce que pour ne pas craindre encore d'autres coups d'État, les gens sont obligés de prendre de bonnes mesures. Le Ghana, actuellement, et il faut craindre qu'il y ait un coup d'État. Moi, je pense qu'avec ce que le président a dit et à l'intérieur, la crise économique qu'il y a, ce n'est pas sûr même qu'il puisse terminer son mandat. S'il n'y a pas de coup d'État, il peut y avoir des marches populaires pour réclamer sa démission. Ça a déjà commencé. Et même à l'Assemblée, il risque d'avoir des chauds débats. Et quand vous prenez la Côte d'Ivoire aussi, et vu tout ce qui se passe, la Côte d'Ivoire crée un coup d'État, même le Niger. Donc, les gens n'ont pas d'autre choix que de faire certaines ouvertures, aussi même le Sénégal. Vous voyez aussi, il y a des voix qui se lèvent là-bas contre un troisième mandat. Et on sait que quand il y a ce débat de troisième mandat, soit c'est un coup d'État, soit c'est des insurrections. Donc, le politique en Afrique de l'Ouest n'a pas autre choix que de voir comment il faut réorienter la chose. Et vous avez vu l'initiative d'Accra, on a tenté d'amadouer le Burkina Faso en disant qu'on a combien de millions à mettre sur place, alors que le Ghana lui-même vient de demander de l'aide avec le FMI, avec les États-Unis. Alors que pourtant, c'est le même Ghana qui est l'initiateur et qui avait poussé le Burkina à dire non, on va envoyer des forces. Donc, vous voyez, tout est contradictoire. On voit véritablement que non, en réalité, c'est de la colonisation. On veut que les Africains, les leaders africains imposent des choses suicidaires à leur population. Et moi, je pense que dans la zone UEMOA, le cas malien, le cas burkinabé est là et que ça va faire en tout cas école. Et je suis convaincu que l'économie va se relancer parce que le Burkina n'a pas autre choix. Le Burkina n'a pas autre choix parce que sur le terrain, c'est chaotique. Voilà, il n'y a pas d'activité, c'est l'économie de la bière. Vous comprenez ce que je veux dire? On ouvre des maquis, on grille les poulets à côté, on grille poissons à côté, et de l'autre côté aussi, il y a les chambres de passe. Donc, c'est des économies comme ça. Et quand c'est des économies comme ça, bon, tant qu'il y aura la bière, les gens vont résister, mais en réalité, ça ne permet pas vraiment de faire avancer. Il faut de grandes mesures macroéconomiques. Alors, une dernière question, Monsieur Da, avant de vous laisser partir. Le secteur minier qui représente à lui seul 12% du PIB, soit un peu plus de 8% des recettes de l'État et 75% des exportations. D'après les données de l'ITI, pourra-t-il résister face à la situation actuelle que traverse le Burkina Faso? Oui, je pense que le secteur minier résiste, puisque au tout début même du terrorisme, on n'attaquait pas les miniers. C'est vrai qu'il y a eu des attaques qui les ont visés, c'est vrai qu'il y a... Mais on avait constaté que beaucoup de mines fonctionnaient et on a constaté que même on avait misé la sécurité autour des mines, vous voyez. Et ces mines-là, vous savez que les Occidentaux, c'est les yeux, donc ils les protègent. Et en ce qui concerne maintenant ce secteur minier, il ne va pas, en tout cas, régresser, d'autant plus que le Burkina, actuellement, connaît un boom minier, pas seulement dans le domaine de l'or. On a beaucoup de minerais. Et pour la petite histoire, quand on a créé la colonie de Haute-Volta et on l'a supprimée en 1932 et partagée entre les différents, entre le Mali, le Niger et la Côte d'Ivoire, c'était pour ces questions minières. Parce qu'on a trouvé que la Haute-Volta, le Burkina Faso est trop riche, donc il fallait le diviser comme ça pour pouvoir faire des réserves. Voilà. Donc, c'est un pays qui est très riche et tout dernièrement aussi, on a découvert le pétrole. Et même pour mettre en place le BUMIGEP, le bureau des mines, voilà, et de la géologie du Burkina, la France s'était opposée parce qu'on ne voulait pas vraiment qu'il y ait en tout cas des études approfondies en géologie. Donc, pour vous dire que dans ce domaine-là, il y a beaucoup de choses, même au Burkina, dans le secteur minier, les gens ont caché. Ils ne veulent pas que la population soit au courant. Les permis d'exploitation sont attribués à des gens. Et vous voyez que chaque fois, il y a des problèmes entre les orpailleurs et les mines industrielles. Donc, c'est un domaine qui est très sensible et très rentable au Burkina, à condition que l'État nationalise ou l'État revienne sur les contrats pour que ça soit, par exemple, 50%, 50%. Sinon,
on va exploiter, mais l'État sortira toujours perdant. Et moi, je pense que le problème aujourd'hui, c'est dans ce domaine. Et vous savez aussi que le secteur minier, ce n'est pas encore industrialisé comme ça. Surtout l'or, là, c'est toujours dans l'informel. Et moi, je pense que le Burkina Faso est en train de travailler là-dessus. Parce que c'est un secteur qui est venu maintenant dépasser le coton et l'agriculture, l'élevage. Donc, il faut miser. Mais il faut aussi souligner la corruption et le pillage. Et il y a un problème actuellement au Burkina qui est en justice, la question du charbon fin. On a volé de l'or, mettre dans des wagons de train qui partaient en Côte d'Ivoire. Et à la douane, on a déclaré que c'est du charbon fin. Et en toute objectivité, avec les nouvelles autorités, qu'on le veuille ou pas, et quelque chose de nouveau va se faire. Et en tout cas, il y a de l'espoir. On espère vraiment que les populations vont cesser, en tout cas les larmes, comme on le dit en Afrique. Merci beaucoup à vous, Siede Bintou Teda, pour ces éclairages. Je rappelle que vous êtes sociologue, vous êtes également tourné vers les questions de développement économique et vous étiez en ligne depuis Omaha, aux États-Unis. Merci, madame. Et voilà qui met également un terme à cette édition d'Afro-Business. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous invite également à nous suivre sur nos différentes plateformes de médias sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn ou encore sur Instagram. Merci de bien vouloir rester en compagnie de nos programmes qui se poursuivent.